Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, le point de marché Wall Street Insider, le lundi 21 septembre 2015, 15h16. Bienvenue, ouverture de la session nord-américaine sur les marchés financiers. Place boursière américaine qui vont donc ouvrir pour ce qui est du marché cash à partir de 15h30, donc dans 14 minutes. Vincent Gann pour vous retrouver cet après-midi, faire un point sur l'ensemble des classes d'actifs avec un marché qui globalement se repositionne en faveur du risque depuis quelques heures, depuis l'ouverture de la session américaine vendredi 18 septembre dernier, dans des proportions certes limitées. Alors ce marché action, pendant que vous prenez connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading, il bénéficie d'une part d'un repli des taux obligataires, porté bien par, vous le savez, les nouvelles anticipations liées donc au cycle des taux d'intérêt aux États-Unis, et puis depuis quelques heures des déclarations en provenance de membres du directoire de la Banque Centrale Européenne n'écartant pas davantage d'actions de la part de la Banque Centrale Européenne à un moment où les investisseurs restent très incertains sur l'amplitude du niveau de la croissance économique en Chine. C'est probablement le thème fondamental pour la fin d'année. Quelque chose qui est acquis, c'est le ralentissement du niveau de l'activité en Chine. Quelque chose qui reste incertain, c'est l'amplitude de ce ralentissement. Incertain à quel point que Madame Yellen, jeudi dernier dans sa conférence de presse, a mentionné explicitement le pays, de manière générale les pays émergents, et surtout a fait le lien avec l'économie américaine pour laquelle elle a revu en baisse ses projections macroéconomiques pour les années 2016 et 2017. Donc au final, le marché ne sait pas où aller, le marché hésite parce que d'une part, les investisseurs n'excluent pas de voir la Fed relever ses taux. Alors, quelles sont les données à ce sujet-là? Je vais vous proposer ça donc à l'oral immédiatement. Sachez que selon les contrats futurs, et je vois déjà des questions sur l'USD-CAD, j'y viens. On parlera bien sûr des marchés actions américains puisque vous êtes dans le Wall Street Insider. Alors parlons des statistiques. L'agenda économique cette semaine, vous le connaissez. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à visiter l'agenda économique sur dailyfx.fr. En même temps, je zoome sur ce matin cette résistance du taux de change euro-dollar dont je vous ai parlé ce matin, donc dans le Good Morning euro-dollar, lorsque le marché a fait donc un avalement baissier sous les 1,1330 $. Et d'ailleurs, l'euro-dollar atteint cet objectif. Alors autant ce matin, il y avait une possibilité de shorter, autant là, il va falloir sérieusement commencer à penser à encaisser les shorts sur l'euro-dollar parce que le marché revient au contact de cette ligne de tendance. Après, elle peut céder naturellement, mais ce matin, l'euro-dollar était sous résistance, tout comme le DAX sur support. Maintenant, nous sommes ici face à un timing chartiste plutôt d'encaissement des shorts sur l'euro-dollar, quoique, ou d'encaissement partiel, sachant que la première résistance se trouve à 1,1265 et qu'en dessous, eh bien, on ne peut pas exclure le fait que cette ligne de tendance soit brisée. Mais avant d'en venir en détail à l'action des prix sur l'euro-dollar, sachez simplement qu'aujourd'hui le marché est influencé par deux choses. D'une part, les nouvelles anticipations liées donc à la Fed. Alors bon, autant vous dire que d'ici la fin d'année, il reste deux réunions de politique monétaire de la Réserve fédérale, le 28 octobre et le 16 décembre. Alors le 28 octobre, la probabilité de voir la Fed agir, elle s'est effondrée. C'est 16%. 16%, c'est rien. En décembre, elle reste encore relativement élevée. Et lorsque un sondage est réalisé parmi les plus grandes banques d'investissement dans le monde, elles sont encore plus de la moitié à s'attendre à une action de la Fed. Alors, c'est ça qui est très ambigu dans ce que nous a livré la semaine dernière la Réserve fédérale comme matériaux. C'est que d'une part, elle est réaliste sur l'environnement économique international, elle parle des risques, et en même temps, son tableau de projection n'exclut pas une action d'ici la fin de l'année. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Pire, pour ajouter à la confusion, un des membres votants n'exclut pas, lui, des taux d'intérêt négatifs. Alors carrément, voir la Fed baisser ses taux en 2016. Donc, le marché reste incertain. Je dirais que si la Réserve fédérale a cherché à apaiser les marchés ou à les rendre ou à rendre la situation plus limpide, c'est plutôt tout le contraire qu'elle a fait. Dans un premier temps, le dollar américain a baissé, tenant compte de ces nouvelles anticipations de la Réserve fédérale. Puis le dollar américain, au fond, se reprend parce que eh bien, le marché continue donc toujours de spéculer sur cette action de resserrement de la Fed, qui, je vous rappelle, est déjà une réalité du point de vue des mesures dites non conventionnelles et surtout du point de vue de la liquidité sur le marché monétaire US, puisque mois après mois, les banques
US sont obligés de racheter à la Réserve fédérale les titres de dette qui avaient été mis en collatéral dans le bilan de la Fed en échange de liquidités. Donc, et ça, cet abaissement de la courbe de la liquidité excédentaire, c'est une réalité. Donc, la guerre d'échange, elle n'est pas finie. La chose qui a fini de me convaincre que la guerre d'échange n'était pas finie, c'est ce thème-là qui s'impose depuis plusieurs années sur le FX, et notamment depuis le printemps 2014. Ce sont les déclarations de Benoît Cœuré, qui à nouveau rappellent que la Banque Centrale Européenne fera tout son possible pour soutenir la zone euro. Il y a eu une réaction immédiate. Je vais vous montrer la réaction immédiate des déclarations de Benoît Cœuré. Les voici, la hausse du contrat de taux long allemand. Alors le prix du contrat de taux long allemand, qui a rebondi dans la partie basse de ce canal haussier, ce qui signifie que dans leur globalité, les taux obligataires ont chuté au sein de la zone euro, parce que si l'économie US n'est pas étanche à l'économie chinoise, notamment, et aux pays émergents, je vous rappelle que s'il y a bien un pays en Europe dont les échanges commerciaux sont très importants pour la croissance économique, eh bien c'est l'Allemagne. Et si la Chine devait sérieusement décrocher, c'est pas la France ou l'Espagne qui vont en pâtir en premier, c'est l'Allemagne. Donc, la Banque Centrale Européenne n'exclut pas d'étendre, comme un peu la Banque Centrale du Japon, son programme de quantitative easing. C'est pour cette raison que le taux de change euro-dollar, pour l'instant, reste positionné sous la résistance des 1,15 $. Je vous rappelle que cet après-midi, la Banque Centrale Européenne actualise donne les chiffres de ses différents programmes monétaires. Le taux de change euro-dollar, eh bien, la semaine dernière, il s'est à nouveau replié donc, sous les 1,15 $, cette résistance de long terme. Il a cassé les 1,1330. Ce matin, il a effectué un pullback sous la forme d'une sorte de petit biseau, dont il est sorti par le bas. C'est deux choses, hein, c'est l'euro qui baisse et en même temps le dollar qui rebondit. Et donc, il était ce matin sous résistance. Il revient tester cette ligne de tendance. Cette ligne de tendance, pour moi, elle signifie qu'on peut encaisser les shorts, mais de là à envisager des positions longues, je reste extrêmement méfiant, et notamment tant qu'on se maintient sous la résistance des 1,1260 et face donc à la tendance générale actuellement, qui est donc plutôt baissière sur le taux euro-dollar. Mais attention, le timing n'est absolument plus à shorter. C'était ce matin, c'est un fait. Là, il n'y a plus de timing pour shorter l'euro-dollar puisqu'il teste cette ligne de tendance. Je dirais que plutôt c'est l'aboutissement chartiste d'une stratégie de vente qui pouvait être mise en place ce matin. Alors, bon, on va en reparler bien sûr hein, des marchés actions US de Wall Street. On parlera bien sûr aussi du pétrole. Alors, ces dernières séances, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole a mis à jour aussi ses anticipations, qui restent globalement baissières du point de vue des fondamentaux pour le prix du pétrole. Je reviendrai dessus, sur l'analyse technique du prix du pétrole. Laissez-moi d'abord vous parler des actifs majeurs, notamment des paires majeures. Alors l'USD Yen, très joli rebond de l'USD Yen à proximité de son support le 18 septembre. Finalement, il n'y a même pas eu de piège baissier sur le dollar US, puisque l'USD Yen est revenu dans la partie basse de cette structure latérale qui s'inscrit toujours dans 50% de la reprise qui a eu lieu ici entre le 24 août et le 28 août. Depuis, l'USD Yen se reprend au sein de ce canal. Ce matin, changement de polarité, les 120.23 sont désormais support, et donc, tant que les 120.23 sont support et que ce marché se maintient dans son canal de progression, eh bien je pense que le taux USD Yen peut se reprendre donc en direction de ces 120.78. L'AUD USD, attention, l'AUD USD est en danger. Je vous invite à jeter un œil au chandelier journalier de vendredi, proche d'une configuration en étoile filante. L'AUD USD pourrait décrocher. Alors bon, ça c'est juste une lecture chartiste, technique, qui n'est même pas encore validée parce qu'il faudrait vraiment voir l'AUD USD casser les 0,7130, mais je pense qu'il y a un vrai risque de voir l'AUD USD baisser, essentiellement d'ailleurs après sa séance de vendredi dernier. Alors je vois des questions sur l'USD CAD, c'est normal, hein, c'est l'ouverture de la session
nord-américaine, plus que la UDUSD, le NZDUSD me semble être en risque. Alors, risque façon de parler, hein. Ce marché évolue dans un rectangle entre 0,6240 et 0,64 depuis le début du mois de septembre. Un piège, une fausse cassure de résistance le 18 septembre, réintégration des 0,64. On a ici l'amorce d'une structure d'élargissement, le risque c'est d'en sortir par le bas et de revenir à 0,6240 $, donc environ 90 pips de potentiel de baisse. Attention au câble, le câble a bien progressé, il s'est bien repris. Il a rejoint les 1,5660, c'est une résistance importante, c'est le point de décrochage du 26 août. On est quand même dans un canal de hausse depuis le 7 septembre, par contre je pense qu'on peut revenir sur le bas du canal. Donc pour l'instant H1 vous voyez qu'on tient cette ligne, mais le risque c'est je pense d'aller chercher ici la partie basse du canal. L'USD CAD. Alors l'USD CAD, je pense que ça peut monter en direction des 1,22, 1,3280, essentiellement à la faveur du chandelier journalier du mois de vendredi. Regardez ça, c'est un magnifique marteau, c'est un marteau, avec une jolie mèche basse et une réaction forte sur 1,3023 $ canadiens et surtout un RSI qui préserve le niveau des 50, accordant toujours plus de représentation relative aux variations haussières qu'aux variations baissières. Donc, en plus, j'apprécie un peu la structure ici du RSI, j'ai le sentiment qu'on peut sortir par le haut. Je vise pas non plus des 1000 et des 100, mais je pense qu'on peut revenir chercher cette ligne de tendance ici, donc aux alentours des 1,3280. Et 1,3280, ce sera déjà très bien sur l'USD CAD. Voilà, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Alors là où je suis satisfait, c'est la lecture chartiste que je vous ai proposée ce matin de l'US Dollar Index, avec une jambe de hausse, une compression en fanion, et ce matin les cours qui sont sortis par le haut du fanion, mais cela reste une stratégie de court terme. L'objectif c'était 11 975, et bien chers auditeurs, c'est fait, 11 975. L'aboutissement d'une stratégie de court terme sur l'US Dollar Index, alors peut-être qu'on peut aller plus haut, pour cela j'attendrai maintenant de voir une cassure de résistance, mais c'est pour cette raison que je pense que si vous avez shorté l'euro-dollar ce matin, il faut prendre des bénéfices. Alors vous allez me dire, et si ça baisse davantage? Oui, mais et si on tient la ligne de tendance et que ça remonte? On ne sait jamais. Ce que je sais, c'est qu'on était ce matin sous résistance et que nous sommes maintenant sur un support. Donc, l'euro-dollar pourrait rebondir. Alors, pour le tour d'horizon des paires majeures, je pense que c'est tout bon. On va parler de l'once d'or et puis ensuite, je vais vous donner ma vue de marché moi sur le sur le SP500. L'once d'or présente un risque de baisse. Alors, idéalement, c'est la résistance à 1147, 1150 qui m'intéresse. 1147, 1150, c'est vraiment ça qui me paraît être la résistance. Ce qui a fait rebondir violemment l'once d'or, c'est d'une part la baisse initiale du dollar américain et admettons les incertitudes macroéconomiques. L'incertitude sur l'économie à l'international, les risques de contagion pour la croissance aux États-Unis, et autant vous dire que si la croissance aux États-Unis est contaminée, la zone euro n'y échappera pas. Donc il y a peut-être eu, au-delà des positions de rachat de short à partir du 16 septembre, peut-être une forme d'aspect refuge. Bon, au-delà de ça, 1150 $ semble être pour moi une résistance technique forte. Après, le marché ne l'a pas encore précisément testé, donc pour l'instant j'ai une vue plutôt neutre. La seule conviction que j'ai, c'est que 1147-1150 me semble être un niveau en dessous duquel il existe un risque de voir ce marché rebaisser. Alors, voilà moi ce que je pouvais vous dire sur ces éléments-là. La guerre des monnaies, c'est une réalité au sein même des banques centrales. C'est-à-dire qu'on assiste beaucoup, donc, à travers les probabilités, les scénarios possibles à cette guerre d'échange. Mais dites-vous bien qu'au sein même des comités de politique monétaire, il y a des distorsions énormes. Énormes. Entre M. Lockhart, qui appelle depuis des mois aux États-Unis à une hausse des taux,
un autre membre qui lui pense qu'il faut baisser les taux à moins 0,10. Bon, alors dites-vous bien que s'il y a une distorsion au sein même des comités de politique monétaire et que le marché perçoit cette distorsion, vous comprenez à quel point l'incertitude peut rester forte. Et le danger, c'est de perdre confiance dans les banques centrales. Donc, prudence. Les marchés actions américains. Eh bien, c'est épatant parce que le marché actions US n'a toujours pas quitté son range. Il a tenté d'en sortir par le haut le 17 septembre, à peu près au moment où Madame Yellen parlait, pour finalement clôturer jeudi soir dans le range. Et ce que vous pouvez faire sur le SP500, le Dow ou encore le Nasdaq 100, c'est supprimer la volatilité haute et la volatilité basse. Concrètement, passer des chandeliers japonais au cours de clôture. Eh bien, vous allez voir que si vous passez en cours de clôture sur l'indice S&P 500 par exemple, le marché est dans un range depuis le début du mois de septembre et n'en est donc toujours pas sorti. Et c'est ça au fond qui représente bien à quel point la Réserve fédérale la semaine dernière n'a pas clarifié la situation et peut-être l'a même complexifiée. C'est le fait de voir tous ces marchés majeurs, le SP500 ou encore l'euro-dollar, rester certes dans des compressions de moyen terme, mais pire, ne pas s'extraire de compressions de court terme. Court terme, c'est parce que ces compressions, elles existent depuis le début du mois. Donc je passe ici à regarder en cours de clôture sur le SP500, c'est quand même incroyable de se dire que dans cette phase de range sur le SP500, on a eu la BCE, la Fed, le PIB, on a tout eu quoi. Même les élections en Grèce. Et pourtant, le marché reste en range. Donc, voilà le topo. On pouvait s'attendre à plus de clarté, ce n'est pas le cas. Donc, jusqu'à preuve du contraire, le SP500 est donc dans ce triangle rectangle ascendant. Il a tendance à se reprendre ici dans la partie basse, alors pourquoi pas réenvisager d'attaquer ici les 1995 points. Alors maintenant, l'indice Dow Jones des valeurs industrielles, c'est globalement le même topo. Le marché a tenté d'en sortir par le haut le 17 septembre. Finalement, le dos reste parfaitement à l'intérieur. Bon, là, on tend à rebondir à proximité de la partie basse. Il y a eu la réaction ici sur ce support horizontal sur l'indice Dow Jones. Donc l'idée, c'est de pouvoir repousser ici en direction des 16 700. Alors maintenant, lorsque je jette un œil au Nasdaq 100, c'est le même topo. Sauf que c'est pas ce graphique qui m'intéresse. Je vais aller chercher. Ça doit être celui-là. Voilà. Alors le Nasdaq 100, lui, il a fait la target, hein, rappelez-vous. Hein. L'idée, c'était d'effectuer un pullback au sein ici de cette ligne de tendance. Revenir chercher le point de décrochage ici du 20 août. Je pense toujours que c'est un marché sur lequel il faut se positionner long sur support. Et voilà. Celui-là, je l'enlève. Et c'est peut-être ce type de canaux qu'on pourrait avoir sur le Nasdaq 100. Donc, j'aurais tendance à dire que voilà, pour l'instant, il tient ce support et qu'éventuellement, pour une stratégie positive, à ce moment-là, le stop se positionne, en tout cas, sous ce point bas ici. Donc, tant qu'on tient ces 4290 points, pourquoi pas donc reprendre la phase d'avancée. Alors, écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire sur tous ces marchés. Bon, le CAC, le DAX, l'Eurostoxx 50, j'en ai parlé de nombreuses fois ce matin. Bon, ça n'a pas changé la vue de marché. N'oubliez pas l'Eurostoxx 50 qui a bien rebondi sur les 3140. Bon, c'est l'indice que tout le monde regarde pour se positionner sur les actions de la zone euro. Donc, c'est le range en place depuis le 26 août. Pour l'instant, on le tient. Encore plus propre que l'Eurostoxx 50, c'est bien sûr le CAC 40, avec le range 4500, 4700, bon 4480, 4690. Attention, un pivot à 4598. Ce matin, le CAC n'a pas franchi les 4598. Une clôture H1 suffira. Tant que le marché ne fait pas une clôture H1 au-dessus, on n'ira pas chercher 4690. Si jamais ça passe, et bien on reviendra tout en haut. Dans finalement un range qui dure et dure, ça fait depuis le 27 août, il est hyper propre. Et le marché a donc tenu par
à 4 reprises la partie basse, de même qu'il a été rejeté à 3 reprises dans la partie supérieure. Alors le DAX a été plus laborieux que le CAC 40, mais a tout de même donné un signal positif durant la session, durant la matinée européenne. Le DAX a bien réagi, notamment sur les 9820 points. Il a dépassé, rappelez-vous, cette fameuse résistance à 9886. En sortant par le bas de ce petit canal baissier en donné 15 minutes, on a fait une jambe de hausse, et là j'ai le sentiment qu'on fait un petit drapeau avant de repartir. En tout cas, il y a un support, moi, qui m'intéresse, et donc maintenant les 9986. Mais voilà, je pense que là on est quand même dans une configuration qui pourrait peut-être nous permettre de revenir chercher les 9980. Alors pour l'instant on est dans un petit canal de baisse, donc c'est pas le bon timing, c'était ce matin le bon timing, mais je le surveille vraiment, ce petit canal. Par contre on peut rester à l'intérieur jusqu'à pourquoi pas effectuer un pullback sur ce niveau, mais admettons tout de même qu'en 15 minutes c'est relativement propre, ce qu'on peut avoir ici sur le DAX, et lorsqu'on va sortir de cette pattern, ça peut éventuellement relancer donc en direction des 9970, ce qui à ce moment-là relancerait donc la progression du marché allemand. Donc voilà, c'est plutôt une construction technique qui est propre, je dirais, depuis l'ouverture de la session européenne, ici donc sur le GR30, sous vos yeux les chandeliers, 15 minutes. Alors, le Bund, l'or, parlons pétrole, c'est important à parler du pétrole, à un moment où l'OPEP ne cesse de répéter le risque lié à l'offre et à la demande, le risque de baisse sur ce marché, le pétrole qui tient coûte que coûte la moyenne mobile à 20 jours, mais qui pourrait finir par la casser. Attention, si le pétrole bascule sous la MM 20 jours, c'est la cave, on retourne tout en bas. Ce marché a couvert la tendance baissière durant tout l'été, l'a débordé le 28 août, péniblement, je dis bien péniblement, le WTI tente de tenir la MM 20 jours, aujourd'hui c'est très pertinent, on la voit à l'œuvre ici, mais la reprise est de moins en moins ample, en cas de cassure de la MM 20, eh bien le baril de brut retomberait, mettant à mal forcément les titres du secteur pétrolier en bourse, pouvant par contre soutenir peut-être d'autres marchés. Mais au fond, un prix du pétrole qui rechuterait davantage, c'est une très mauvaise nouvelle, notamment pour toutes les économies émergentes qui exportent et qui bénéficient du prix à l'exportation du pétrole. Donc là aussi, le prix des matières premières est une vraie source d'inquiétude pour l'économie internationale s'il ne parvient pas à se stabiliser. Alors, voilà donc ce que je pouvais vous dire moi sur l'ensemble de ces marchés. Je vous rappelle qu'à partir de 16 h, David Pichaudot, ici même, animera donc un webinaire avec les positions réelles des banques sur le Forex. Alors, si jamais ça ne fonctionne pas, de toute façon, il y aura l'enregistrement et d'ici 17-18 heures, vous pourrez accéder à l'enregistrement directement donc sur la chaîne YouTube ou via un article sur dailyfx.fr. Mais j'ai bon espoir quand même que cela fonctionne ce lundi. Alors, écoutez, merci à toutes et à tous. J'ai répondu donc à toutes vos questions. Bon live avec David Pichaudot. Profitez bien donc des positions réelles des banques. David notamment est en mesure de vous dire quelle banque est meilleure sur quelle paire de devises, donc ça c'est intéressant. Prochain point de marché à 17h30 avec Yoav Nizar, après donc les positions réelles des banques. Merci à tous et à plus tard sur dailyfx.fr.